Je déclare ouverte la cérémonie du 200e anniversaire de la restauration de la République et canton de Genève et je salue respectueusement nos autorités politiques et judiciaires, les représentants des corps diplomatiques, des institutions religieuses et militaires. À vous, mesdames et messieurs les présidents et membres des sociétés représentées ici par leur drapeau. À vous, mesdames et messieurs les officiers généraux, ou futurs officiers généraux, officiers sous-officiers et citoyens soldats, aux membres des sociétés d'étudiants, aux fidèles vieux grenadiers, citoyennes, citoyens et habitants de Genève, chers amis français, autrichiens ou d'autres terres. En tant que président de la Société militaire de Genève, je vous remercie pour votre présence et vous salue très cordialement. Mesdames et messieurs, nous voici à la tombée du jour, ce 30 décembre, nous sommes réunis pour commémorer les événements militaires et historiques qui ont marqué notre République il y a 200 ans. C'est en effet il y a 200 ans, jour pour jour et heure pour heure, que les derniers des 12 000 soldats français ont quitté Genève et quitté la Suisse. Nous débutons ainsi ce soir la série de commémorations du bicentenaire de la Restauration genevoise qui nous amèneront tout naturellement au 1er juin sur l'arrivée des troupes confédérées au Port-Noir. Mais quelle est l'importance de ces événements pour notre histoire? Quelle signification ont-ils aujourd'hui? La période qui s'étend de la Révolution française au traité de Vienne, soit de 1789 à 1815, est un tourbillon pour l'Europe, pour la Suisse et bien sûr pour Genève. Durant ce temps, plusieurs régions de la Confédération sont envahies avant que le pays ne succombe tout entier à l'invasion française en 1798. S'ensuivent de nombreuses rébellions et conflits internes, 4 constitutions successives, 4 coups d'État, des invasions des armées autrichiennes, prussiennes puis russes, l'occupation militaire, des rançons et des chantages conduisant à la ruine puis à la cessation de paiement du pays. Ne parlons pas encore des famines, des tortures, des personnes déplacées. Rappelons-nous qu'avant d'être l'asile de paix que nous connaissons aujourd'hui, la Suisse a joué le rôle de champ de bataille de l'Europe. Ce que les Belges ou les Polonais, dans cette présente assistance, ne manqueront pas d'acquiescer et de respecter. Sous l'occupation française, la population helvétique a été sommée de fournir plus de 74 000 soldats à la France. 65 000 ont été rassemblés avec zèle, notamment en vidant les prisons et en se débarrassant des vagabonds. Sur ce chiffre, seuls 4 000 sont revenus. À la seule campagne de Russie de 1812, où 12 000 soldats suisses disponibles sur les 16 000 prévus sont allés combattre, seuls 300 sont revenus. Sur la rivière Bérésina, en novembre 1812, il n'en restait plus que 1300. 1000 sont morts en chargeant les Russes 3 fois à la baïonnette après que les munitions aient été épuisées. Un combat d'arrière-garde
un sacrifice pour couvrir la retraite de l'ombre de la Grande Armée, de ses fuyards et de ses déserteurs. Et responsables qui sont ainsi devenus les artisans de notre liberté. Je vous invite, au nom de la société militaire, à honorer la mémoire des hommes de 1813 en écoutant le texte qu'ils ont rédigé dans la nuit du 30 décembre. Le lendemain, ce document sera soumis au général autrichien Bubna pour assentiment. Et le 1er janvier 1814, la proclamation sera lue sur les places publiques de la ville. Il est de tradition qu'un jeune officier procède à la lecture de la proclamation de la Restauration, et c'est ainsi que nous contribuons aussi au devoir de mémoire. Nombre de jeunes lieutenants ayant participé à cet exercice ont par suite fait preuve d'engagement au service de la collectivité. De la part de nos magnifiques et très honorés seigneurs, syndics et conseils provisoires de la ville et République de Genève. Les autorités françaises s'étant retirées de notre ville et de son territoire, et une partie de l'une des armées des hautes puissances qui travaillent à assurer à l'Europe le bienfait de la paix étant aujourd'hui dans nos murs, il importe qu'il y ait un gouvernement qui pourvoie aux divers besoins de notre patrie. Le très illustre et très excellent seigneur Monsieur le comte de Bubna, commandant les armées de Sa Majesté impériale et royale apostolique dans nos contrées, nous ayant requis de créer, dans ce but, un gouvernement provisoire d'une manière conforme aux circonstances actuelles, qui ne saurait être d'une longue durée, et aux intentions bienfaisantes des augustes souverains coalisés, nous avons cru devoir nous occuper d'un objet aussi important. La confiance que nos compatriotes veulent bien nous accorder, ainsi que le sentiment de notre devoir envers eux, nous ont déterminés à prendre sur nous cette tâche honorable. Nous n'y étions point étrangers. Par les emplois dont nous avons été là légalement revêtus, et nous avons bien cru mériter de la patrie en nous adjoignant des citoyens qui jouissent, à juste titre, de l'estime et de l'affection publique. En conséquence, nous, sous-signés, nous nous constituons en gouvernement sous le titre de syndic et conseil provisoire, avec la charge d'administrer et de faire administrer la police et la justice tant civile que criminelle, les finances et tout ce qui tient aux impositions, perceptions et dépenses publiques, de préparer les lois et les règlements qui nous paraîtront les mieux assortis à notre existence future, de déléguer, s'il est nécessaire, une partie de ces pouvoirs à des commissions qui nous aideront dans nos nombreuses occupations, de nous adjoindre des coopérateurs dignes de la confiance publique, en un mot, de pourvoir à tout ce qu'exige un établissement politique sagement organisé, et cela jusqu'à ce que les circonstances momentanées qui entraînent cette mesure aient cessé d'exister. Reposons-nous sur les intentions bienfaisantes qui nous sont manifestées. Présentons-nous toujours tels que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire comme une association d'hommes sages et paisibles, liés entre eux par des sentiments de bienveillance et de confiance réciproque, par leur attachement à tous les devoirs que la patrie et la religion nous imposent, et dont nos ancêtres nous ont donné un si bel exemple. Genève, le 31 décembre 1813, signé par Ami Lulin, Pictet, Desarts, Gourgas, les seigneurs syndics de la Rive, Turrettini, Prévost, Gouin et les anciens conseillers Necker de Saussure, Saladin de Budé, Pictet de Rochemont, Sarrazin, Violier, Calandrini l'aîné, Couronne, Tremblay von Berchem, Audier Hénard, Schmidt-Meyer, Delarive Boissier, Vernet Pictet, Falquet fils et Micheli Perdriau. Merci.
Aux Zopfingiens, je vous salue chaleureusement à la patrie, à l'amitié et à la science. Nous procédons maintenant à la pose de la couronne. Tambour, préparez-vous. Société des étudiants de Zofingue, je vous prie de procéder à la pose de la couronne. Christophe Buchy, David Gauthier, David Foldy, Paul Weber, Jean-Claude Favet, François Ruchon. Du sujet. Le 4 janvier 1814, à Paris, l'empereur Napoléon Ier signe un décret par lequel il suspend le baron Capel, préfet du département du Léman, et ordonne que ce magistrat soit traduit par devant une commission d'enquête pour abandon de poste. Pas de doute, à Genève, depuis quelques jours, la restauration de la République est bel et bien en marche. Le 30 décembre 1813, avec le départ des troupes françaises, le destin de Genève bascule une nouvelle fois, 15 ans après la perte d'une indépendance de plusieurs siècles. Pourtant, la renaissance de la République conduira à une limitation des droits démocratiques des Genevois. Ce n'est pas rabaisser les grands mérites des acteurs de la Restauration, soucieux de l'intérêt commun, courageux et déterminés, qui risqueront leur vie et leurs biens dans cette périlleuse aventure, que de rappeler que leur objectif ne pouvait être que le retour à l'ordre ancien qui prévalait avant la Révolution genevoise, celui des patriciens. Joseph Desarts, chef de file et instigateur de la première commission de gouvernement secrète du 24 décembre 1813, avec Ami Lulin et Abraham-Auguste Saladin de Budé, n'écrivait-il pas, 18 ans plus tôt en 1795, je cite, que les hommes naissent et demeurent inégaux en droit, ou encore que la souveraineté du peuple est une chose détestable. Fin de citation. D'ailleurs, après la fin du régime impérial, en France voisine après Waterloo, on assistera dans toute l'Europe au retour du conservatisme le plus étroit sous l'égide de la Sainte Alliance. Aux événements du 30 décembre 1813, l'entrée du comte Ferdinand de Boubna et Lititz et de ses troupes dans la cité va engendrer de nombreuses difficultés pour les Genevois. Au total, jusqu'au 30 juin 1815, oui mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, jusqu'au 30 juin 1815, grâce aux recherches effectuées par M. David Foldy, publiées par le Musée militaire genevois, nous savons que ce sont des troupes issues de 17 régiments d'infanterie et 5 régiments de cavalerie qui vont se succéder et prendre leur quartier à Genève pendant 18 longs mois. Dans les rues de la cité, les Genevois croiseront des Wallons, des Galiciens, Ruthéens et Polonais, des Hongrois, des Moraviens, des Wallons, des Silésiens. La population supportera avec une curiosité mêlée de crainte la présence de ces soldats issus de toutes les composantes de l'Empire, de ces Kaiserlich, comme elle les appelait. Les réquisitions
les nuisances, les atteintes à la propriété et autres inconvénients seront le lot du quotidien. L'artillerie genevoise sera saisie et convoyée en Autriche. Des vivres et des fourrages seront réquisitionnés jour après jour pour les hommes et pour les autorités qui jouent à fond la carte de la diplomatie et de l'apaisement. Boubna se voit décerner cet honneur. Je cite le décret du Conseil du 10 juillet 1815 pour l'appui qu'il a donné à notre gouvernement naissant, pour la discipline qu'il a maintenue parmi ses troupes, pour la protection paternelle qu'il a accordée à nos personnes et à nos propriétés, et pour la fermeté avec laquelle il a préservé notre ville de l'invasion des troupes françaises. Fin de citation. Il est temps de fermer cette page autrichienne, trop souvent enjolivée et teintée de romantisme dans certains récits du passé, pour nous pencher sur la situation géopolitique de la République après la Restauration. L'avenir est tout sauf radieux, car l'environnement des Genevois est totalement bouleversé. On se souvient que le matin du 1er juin 1814, avant de rejoindre le port Noir afin d'y accueillir les contingents envoyés par la Diète, les syndics ne sont pas de la meilleure humeur. En 1992, rédigeant l'un des chapitres d'un ouvrage collectif édité par la Bourse de Genève, l'historien genevois et futur conseiller d'État et grand argentier David Hilaire l'a rappelé avec humour il y a quelques années, 1814 à 1945, avec des têtes de chapitre qui pourraient avoir été écrites par Jean de La Fontaine. Son texte, je pourrais dire presque cette fable, a pour titre « De la déclaration d'amour aux dures réalités de la vie en commun » 1814-1945. Je ne résiste pas au plaisir de vous en décliner les têtes de chapitre. Prologue d'une épreuve initiatique 1798-1814. D'une déclaration d'amour à quelques sacrifices qu'elle demanda 1814-1815. D'un contrat de mariage et de quelques regrets qu'il suscita 1846-1872. D'un renforcement des liens et de quelques inquiétudes sur la fidélité du partenaire 1874-1918. Du difficile apprentissage de l'intimité et d'un destin singulier 1920-1945. Vous l'admettrez, on ne peut mieux décrire et résumer la nature des relations entre la Confédération et Genève de 1815 à 1945. Pourtant, l'histoire étant une création permanente, de nouveaux chapitres illustrant notre histoire commune vont s'écrire. Le réveil sera rude. En effet, au moment de la fin de l'euphorie des 30 Glorieuses, notre vie de société en société, et donc aussi l'exercice du fédéralisme, s'en trouveront profondément bouleversés. En effet, la fin abrupte de ces 30 années d'abondance de l'après-guerre, les chocs pétroliers, une mondialisation naissante puis débridée, la fin de la guerre froide et des empires coloniaux, la chute du rideau de fer, la construction progressive de l'Union européenne à nos frontières, des flux migratoires croissants liés aux drames et conflits qui secouent notre monde, des crises économiques et financières en chaîne, générant un chômage dont on avait oublié l'existence depuis les années 30, des mutations technologiques incroyables, un environnement naturel et climatique chamboulé, tous ces facteurs ainsi résumés ont changé comme jamais notre quotidien, notre façon de vivre ensemble, et donc de vivre ensemble à Genève et en Suisse. Alors, en guise de conclusion, mesdames et messieurs, vivre ensemble, aujourd'hui, au seuil de l'année 2014, qu'est-ce que ça signifie? Vaste question et 1000 réponses possibles.
J'en vois pourtant quelques-unes que je vais partager avec vous ce soir. Vivre ensemble, en cette veille de l'année 2014, c'est veiller à préserver et consolider à Genève le pacte social qui nous unit sur des valeurs qui ont pour nom solidarité, justice sociale, intégration et respect mutuel. Ces notions ne sont pas nouvelles pour les Genevois. Notre illustre compatriote Jean-Jacques Rousseau en avait fait il y a bien longtemps le cœur de sa philosophie politique en écrivant d'une part le contrat social et d'autre part son discours sur l'origine de l'inégalité. Vivre ensemble, ça veut dire quitter le mode du « je t'aime, moi non plus » et celui de la mésentente cordiale. Deux attitudes qui caractérisent trop souvent les rapports qu'entretiennent les Genevois entre eux et envers leurs autorités. Deux postures de défiance. Vivre ensemble, c'est aussi savoir vivre en bonne intelligence avec nos voisins et faire preuve d'ouverture envers notre environnement, qu'il soit proche ou lointain. Et puis n'oublions pas que c'est avec nos voisins que depuis tant de siècles, nous partageons le même espace géographique et en partie la même histoire. Le nom de Genève est depuis la nuit des temps un symbole d'ouverture et de tolérance. Jean-Jacques Rousseau, j'y reviens une nouvelle fois, écrivait le 20 janvier 1763 au maréchal de Luxembourg au sujet de la Suisse. Je cite: « La Suisse, c'est un mélange bizarre, spectacle unique en son genre, mais fait seulement pour des yeux qui sachent voir. » Fin de citation. Alors, chers compatriotes, chers amis d'ici et d'ailleurs, réunis ce soir sur la promenade de la Treille, au seuil du bicentenaire de l'entrée de Genève dans notre confédération, ouvrons les yeux en regardant vivre et se développer notre canton, notre région, notre pays. Faisons en sorte d'avoir nous aussi des yeux qui sachent voir, afin de contribuer individuellement et collectivement au bien de notre chère patrie genevoise et suisse. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous remercie de votre attention. Que vive Genève, que vive la Confédération suisse, que vive la société militaire et heureux bicentenaire à tous et à toutes. Décembre 1813, 30 décembre 2013.
2 siècles nous contemplent depuis cette patriotique que je tiens également à saluer en ces lieux. Vous permettez ainsi chaque année au peuple de Genève de renouveler son attachement à sa foi, sa liberté, ses franchises et sa glorieuse renommée, pour reprendre ici la formule empruntée au temps de l'escalade. Il s'agit ce soir du véritable coup d'envoi des quelques 17 mois de commémoration de l'entrée de Genève dans la Confédération, pour laquelle le canton, les communes, toutes les communes et plusieurs acteurs privés ont décidé d'un ambitieux programme associant populations genevoises, suisses et étrangères, en vue de rappeler et raffermir les liens qui nous unissent depuis près de 200 ans. Fidèle à cette commémoration depuis que j'occupe une charge publique, j'estime plus que jamais indispensable de perpétuer cette tradition patriotique, non seulement pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont servi avec bravoure notre cité, mais aussi et surtout pour rappeler à intervalles réguliers les valeurs qui la fondent et pour éclairer d'un jour différent les enjeux modernes qui pèsent sur elle. Je ne reviendrai que brièvement sur le contexte historique, ces tenants de confiance et d'engagement à la lumière des enseignements des événements de 1813. Une place pour chacun. Tel était le motif principal du discours de Saint-Pierre, prononcé voilà 3 semaines par le président du gouvernement. C'est dans cet esprit que je relèverai 3 enjeux majeurs pour la législature à venir. La place de Genève dans son territoire naturel, la place des Genevoises et des Genevois dans le concert des peuples, et la place de la sécurité parmi les valeurs fondatrices. Les enjeux dont l'éclairage des événements de décembre 1813 me semble plus que pertinent. Ces événements marquent, dit-on, l'indépendance de Genève. Ça n'est pas tout à fait exact. Ils marquent en réalité l'interdépendance nouvelle de Genève avec ses voisins. Ou pour le dire autrement, ces nouvelles dépendances, comme en témoigne le mariage, de raison et non d'amour, ont
déclare ouverte la cérémonie du 200e anniversaire de la restauration de la République et canton de Genève et je salue respectueusement nos autorités politiques et judiciaires, les représentants des corps diplomatiques, des institutions religieuses et militaires. À vous, mesdames et messieurs les présidents et membres des sociétés représentées ici par leur drapeau. À vous, mesdames et messieurs les officiers généraux, ou futurs officiers généraux, officiers sous-officiers et citoyens soldats, aux membres des sociétés d'étudiants, aux fidèles vieux grenadiers, citoyennes, citoyens et habitants de Genève, chers amis français, autrichiens ou d'autres terres. En tant que président de la Société militaire de Genève, je vous remercie pour votre présence et vous salue très cordialement. Mesdames et messieurs, nous voici à la tombée du jour, ce 30 décembre, nous sommes réunis pour commémorer les événements militaires et historiques qui ont marqué notre République il y a 200 ans. C'est en effet il y a 200 ans, jour pour jour et heure pour heure, que les derniers des 12 000 soldats français ont quitté Genève et quitté la Suisse. Nous débutons ainsi ce soir la série de commémorations du bicentenaire de la Restauration genevoise qui nous amèneront tout naturellement au 1er juin, soit l'arrivée des troupes confédérées au Port-Noir. Mais quelle est l'importance de ces événements pour notre histoire? Quelle signification ont-ils aujourd'hui? La période qui s'étend de la Révolution française au traité de Vienne, soit de 1789 à 1815, est un tourbillon pour l'Europe, pour la Suisse et bien sûr pour Genève. Durant ce temps, plusieurs régions de la Confédération sont envahies avant que le pays ne succombe tout entier à l'invasion française en 1798. S'ensuivent de nombreuses rébellions et conflits internes, 4 constitutions successives, 4 coups d'État, des invasions des armées autrichiennes, prussiennes puis russes, l'occupation militaire, des rançons et des chantages conduisant à la ruine puis à la cessation de paiement du pays. Ne parlons pas encore des famines, des tortures, des personnes déplacées. Rappelons-nous qu'avant d'être l'asile de paix que nous connaissons aujourd'hui, la Suisse a joué le rôle de champ de bataille de l'Europe. Ce que les Belges ou les Polonais, dans cette présente assistance, ne manqueront pas d'acquiescer et de respecter. Sous l'occupation française, la population helvétique a été sommée de fournir plus de 74 000 soldats à la France. 65 000 ont été rassemblés avec zèle, notamment en vidant les prisons et en se débarrassant des vagabonds. Sur ce chiffre, seuls 4 000 sont revenus. À la seule campagne de Russie de 1812, où 12 000 soldats suisses disponibles sur les 16 000 prévus sont allés combattre, seuls 300 sont revenus. Sur la rivière Bérésina, en novembre 1812, il n'en restait plus que 1300. 1000 sont morts en chargeant les Russes 3 fois à la baïonnette après que les munitions aient été épuisées. Un combat d'arrière-garde, un sacrifice pour couvrir la retraite de l'ombre de la Grande Armée, de ses fuyards et de ses déserteurs. Et responsables qui sont ainsi devenus les artisans de notre liberté. Je vous invite, au nom de la Société militaire, à honorer la mémoire des hommes de 1813 en écoutant le texte qu'ils ont rédigé dans la nuit du 30 décembre. Le lendemain, ce document sera soumis au général autrichien Bubna pour assentiment. Et le 1er janvier 1814, la proclamation sera lue sur les places publiques de la ville. Il est de tradition qu'un jeune officier procède à la lecture de la proclamation de la Restauration, et c'est ainsi que nous contribuons aussi au devoir de mémoire. Nombre de jeunes lieutenants ayant participé à cet exercice ont par suite fait preuve d'engagement au service de la collectivité. De la part de nos magnifiques et très honorés seigneurs, syndics et conseils provisoires de la ville et République de Genève. Les autorités françaises s'étant retirées de notre ville et de son territoire, et une partie de l'une des armées des hautes puissances qui travaillent à assurer à l'Europe le bienfait de la paix, étant aujourd'hui dans nos murs, il importe qu'il y ait un gouvernement qui pourvoie aux divers besoins de notre patrie. Le très illustre et très excellent seigneur Monsieur le comte de Bubna, commandant les armées de Sa Majesté impériale et royale apostolique dans nos contrées, nous ayant requis de créer, dans ce but, un gouvernement provisoire d'une manière conforme aux circonstances actuelles, qui ne saurait être d'une longue durée, et aux intentions bienfaisantes des augustes souverains coalisés, nous avons cru devoir,
nous occuper d'un objet aussi important. La confiance que nos compatriotes veulent bien nous accorder, ainsi que le sentiment de notre devoir envers eux, nous ont déterminés à prendre sur nous cette tâche honorable. Nous n'y étions point étrangers. Par les emplois dont nous avons été là légalement revêtus, et nous avons bien cru mériter de la patrie en nous adjoignant des citoyens qui jouissent, à juste titre, de l'estime et de l'affection publique. En conséquence, nous, sous-signés, nous nous constituons en gouvernement sous le titre de syndic et conseil provisoire, avec la charge d'administrer et de faire administrer la police et la justice tant civile que criminelle, les finances et tout ce qui tient aux impositions, perceptions et dépenses publiques, de préparer les lois et les règlements qui nous paraîtront les mieux assortis à notre existence future, de déléguer, s'il est nécessaire, une partie de ces pouvoirs à des commissions qui nous aideront dans nos nombreuses occupations, de nous adjoindre des coopérateurs dignes de la confiance publique, en un mot, de pourvoir à tout ce qu'exige un établissement politique sagement organisé, et cela jusqu'à ce que les circonstances momentanées qui entraînent cette mesure aient cessé d'exister. Reposons-nous sur les intentions bienfaisantes qui nous sont manifestées. Présentons-nous toujours tels que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire comme une association d'hommes sages et paisibles, liés entre eux par des sentiments de bienveillance et de confiance réciproque, par leur attachement à tous les devoirs que la patrie et la religion nous imposent, et dont nos ancêtres nous ont donné un si bel exemple. Genève, le 31 décembre 1813, signé par Ami Lulin, Pictet, Desarts, Gourgas, les seigneurs syndics de la Rive, Turrettini, Prévost, Gouin et les anciens conseillers Necker de Saussure, Saladin de Budé, Pictet de Rochemont, Sarrazin, Violier, Calandrini l'aîné, Couronne, Tremblay von Berchem, Audier Hénard, Schmidt-Meyer, Delarive Boissier, Vernet Pictet, Falquet fils et Micheli Perdriau. Merci. Je vous salue chaleureusement à la patrie, à l'amitié et à la science. Nous procédons maintenant à la pose de la couronne. Tambour, préparez-vous. Société des étudiants de Zofingue, je vous prie de procéder à la pose de la couronne. Christophe Buchy, David Gauthier, David Foldy, Paul Weber, Jean-Claude Favet, François Ruchon. Du sujet. Le 4 janvier 1814, à Paris, l'empereur Napoléon Ier signe un décret
par lequel il suspend le baron Capel, préfet du département du Léman, et ordonne que ce magistrat soit traduit par devant une commission d'enquête pour abandon de poste. Pas de doute, à Genève, depuis quelques jours, la restauration de la République est bel et bien en marche. Le 30 décembre 1813, avec le départ des troupes françaises, le destin de Genève bascule une nouvelle fois, 15 ans après la perte d'une indépendance de plusieurs siècles. Pourtant, la renaissance de la République conduira à une limitation des droits démocratiques des Genevois. Ce n'est pas rabaisser les grands mérites des acteurs de la Restauration, soucieux de l'intérêt commun, courageux et déterminés, qui risqueront leur vie et leurs biens dans cette périlleuse aventure, que de rappeler que leur objectif ne pouvait être que le retour à l'ordre ancien qui prévalait avant la Révolution genevoise, celui des patriciens. Joseph Desarts, chef de file et instigateur de la première commission de gouvernement secrète du 24 décembre 1813, avec Ami Lulin et Abraham Auguste Saladin de Budé, n'écrivait-il pas, 18 ans plus tôt en 1795, je cite, que les hommes naissent et demeurent inégaux en droit, ou encore que la souveraineté du peuple est une chose détestable. Fin de citation. D'ailleurs, après la fin du régime impérial, en France voisine après Waterloo, on assistera dans toute l'Europe au retour du conservatisme le plus étroit sous l'égide de la Sainte Alliance. Aux événements du 30 décembre 1813, l'entrée du comte Ferdinand de Boubna et Lititz et de ses troupes dans la cité va engendrer de nombreuses difficultés pour les Genevois. Au total, jusqu'au 30 juin 1815, oui mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, jusqu'au 30 juin 1815, grâce aux recherches effectuées par M. David Foldy, publiées par le musée militaire genevois, nous savons que ce sont des troupes issues de 17 régiments d'infanterie et 5 régiments de cavalerie qui vont se succéder et prendre leur quartier à Genève pendant 18 longs mois. Dans les rues de la cité, les Genevois croiseront des Wallons, des Galiciens, Ruthéens et Polonais, des Hongrois, des Moraviens, des Wallons, des Silésiens. La population supportera avec une curiosité mêlée de crainte la présence de ces soldats issus de toutes les composantes de l'Empire, de ces Kaiserlich, comme elle les appelait. Les réquisitions, les nuisances, les atteintes à la propriété et autres inconvénients seront le lot du quotidien. L'artillerie genevoise sera saisie et convoyée en Autriche. Des vivres et des fourrages seront réquisitionnés jour après jour pour les hommes et pour les autorités qui jouent à fond la carte de la diplomatie et de l'apaisement. Boubna se voit décerner cet honneur. Je cite le décret du Conseil du 10 juillet 1815 pour l'appui qu'il a donné à notre gouvernement naissant, pour la discipline qu'il a maintenue parmi ses troupes, pour la protection paternelle qu'il a accordée à nos personnes et à nos propriétés, et pour la fermeté avec laquelle il a préservé notre ville de l'invasion des troupes françaises. Fin de citation. Il est temps de fermer cette page autrichienne, trop souvent enjolivée et teintée de romantisme dans certains récits du passé, pour nous pencher sur la situation géopolitique de la République après la Restauration. L'avenir est tout sauf radieux, car l'environnement des Genevois est totalement bouleversé. On se souvient que le matin du 1er juin 1814, avant de rejoindre le port Noir
afin d'y accueillir les contingents envoyés par la Diète, les syndics ne sont pas de la meilleure humeur. En 1992, rédigeant l'un des chapitres d'un ouvrage collectif édité par la Bourse de Genève, l'historien genevois et futur conseiller d'État et grand argentier David Hilaire l'a rappelé avec humour il y a quelques années, 1814 à 1945, avec des têtes de chapitre qui pourraient avoir été écrites par Jean de La Fontaine. Son texte, je pourrais dire presque cette fable, a pour titre « De la déclaration d'amour aux dures réalités de la vie en commun », 1814-1945. Je ne résiste pas au plaisir de vous en décliner les têtes de chapitre. Prologue d'une épreuve initiatique, 1798-1814. D'une déclaration d'amour à quelques sacrifices qu'elle demanda, 1814-1815. D'un contrat de mariage et de quelques regrets qu'il suscita, 1846-1872. D'un renforcement des liens et de quelques inquiétudes sur la fidélité du partenaire, 1874-1918. Du difficile apprentissage de l'intimité et d'un destin singulier, 1920-1945. Vous l'admettrez, on ne peut mieux décrire et résumer la nature des relations entre la Confédération et Genève de 1815 à 1945. Pourtant, l'histoire étant une création permanente, de nouveaux chapitres illustrant notre histoire commune vont s'écrire. Le réveil sera rude. En effet, au moment de la fin de l'euphorie des 30 Glorieuses, notre vie de société en société, et donc aussi l'exercice du fédéralisme, s'en trouveront profondément bouleversés. En effet, la fin abrupte de ces 30 années d'abondance de l'après-guerre, les chocs pétroliers, une mondialisation naissante puis débridée, la fin de la guerre froide et des empires coloniaux, la chute du rideau de fer, la construction progressive de l'Union européenne à nos frontières, des flux migratoires croissants liés aux drames et conflits qui secouent notre monde, des crises économiques et financières en chaîne, générant un chômage dont on avait oublié l'existence depuis les années 30, des mutations technologiques incroyables, un environnement naturel et climatique chamboulé, tous ces facteurs ainsi résumés ont changé comme jamais notre quotidien, notre façon de vivre ensemble, et donc de vivre ensemble à Genève et en Suisse. Alors, en guise de conclusion, mesdames et messieurs, vivre ensemble, aujourd'hui, au seuil de l'année 2014, qu'est-ce que ça signifie? Vaste question et 1000 réponses possibles. J'en vois pourtant quelques-unes que je vais partager avec vous ce soir. Vivre ensemble, en cette veille de l'année 2014, c'est veiller à préserver et consolider à Genève le pacte social qui nous unit, sur des valeurs qui ont pour nom solidarité, justice sociale, intégration et respect mutuel. Ces notions ne sont pas nouvelles pour les Genevois. Notre illustre compatriote Jean-Jacques Rousseau en avait fait il y a bien longtemps le cœur de sa philosophie politique en écrivant d'une part le contrat social et d'autre part son discours sur l'origine de l'inégalité. Vivre ensemble, ça veut dire quitter le mode du « je t'aime, moi non plus » et celui de la mésentente cordiale. Deux attitudes qui caractérisent trop souvent les rapports qu'entretiennent les Genevois entre eux et envers leurs autorités. Deux postures de défiance. Vivre ensemble, c'est aussi savoir vivre en bonne intelligence avec nos voisins et faire preuve d'ouverture envers notre environnement, qu'il soit proche ou lointain.
Et puis n'oublions pas que c'est avec nos voisins que depuis tant de siècles, nous partageons le même espace géographique et en partie la même histoire. Le nom de Genève est depuis la nuit des temps un symbole d'ouverture et de tolérance. Jean-Jacques Rousseau, j'y reviens une nouvelle fois, écrivait le 20 janvier 1763 au maréchal de Luxembourg au sujet de la Suisse. Je cite: « La Suisse, c'est un mélange bizarre, spectacle unique en son genre, mais fait seulement pour des yeux qui sachent voir. » Fin de citation. Alors, chers compatriotes, chers amis d'ici et d'ailleurs, réunis ce soir sur la promenade de la Treille, au seuil du bicentenaire de l'entrée de Genève dans notre confédération, ouvrons les yeux en regardant vivre et se développer notre canton, notre région, notre pays. Faisons en sorte d'avoir nous aussi des yeux qui sachent voir, afin de contribuer individuellement et collectivement au bien de notre chère patrie genevoise et suisse. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous remercie de votre attention. Que vive Genève, que vive la Confédération suisse, que vive la société militaire et heureux bicentenaire à tous et à toutes. Décembre 1813, 30 décembre 2013. 2 siècles nous contemplent depuis cette patriotique que je tiens également à saluer en ces lieux. Vous permettez ainsi chaque année au peuple de Genève de renouveler son attachement à sa foi, sa liberté, ses franchises et sa glorieuse renommée, pour reprendre ici la formule empruntée au temps de l'escalade. Il s'agit ce soir du véritable coup d'envoi des quelques 17 mois de commémoration de l'entrée de Genève dans la Confédération, pour laquelle le canton, les communes, toutes les communes et plusieurs acteurs privés ont décidé d'un ambitieux programme associant populations genevoises, suisses et étrangères, en vue de rappeler et raffermir les liens qui nous unissent depuis près de 200 ans. Fidèle à cette commémoration depuis que j'occupe une charge publique, j'estime plus que jamais indispensable de perpétuer cette tradition patriotique, non seulement pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont servi avec bravoure notre cité, mais aussi et surtout pour rappeler à intervalles réguliers les valeurs qui la fondent et pour éclairer d'un jour différent les enjeux modernes qui pèsent sur elle. Je ne reviendrai que brièvement sur le contexte historique, ces tenants de confiance et d'engagement à la lumière des enseignements des événements de 1813. Une place pour chacun.
Tel était le motif principal du discours de Saint-Pierre, prononcé voilà 3 semaines par le président du gouvernement. C'est dans cet esprit que je relèverai 3 enjeux majeurs pour la législature à venir. La place de Genève dans son territoire naturel, la place des Genevoises et des Genevois dans le concert des peuples, et la place de la sécurité parmi les valeurs fondatrices. Les enjeux dont l'éclairage des événements de décembre 1813 me semble plus que pertinent. Ces événements marquent, dit-on, l'indépendance de Genève. Ça n'est pas tout à fait exact. Ils marquent en réalité l'interdépendance nouvelle de Genève avec ses voisins. Ou pour le dire autrement, ces nouvelles dépendances, comme en témoigne le mariage, de raison et non d'amour, ont